Bonjour, cher public. Bienvenue à On parle techno. Je suis Nicole Martel, le PDG de l'AQT, et je suis très heureuse de vous proposer aujourd'hui, en collaboration avec Investissement Québec, une discussion portant sur l'exportation. Notre partenaire de longue date, Investissement Québec, a, tout comme l'AQT, pour objectif de soutenir les entreprises d'ici et de contribuer au développement économique de la province. Au nom de notre communauté techno, nous vous remercions d'accompagner nos PME québécoises dans la réalisation de leurs projets d'innovation et d'expansion. Aujourd'hui, pour discuter d'exportation, nous avons le plaisir d'accueillir Marion Duchesne, PDG de Mediaclip, Martin Thériault, PDG de Edify NDT, et François Rainville, PDG de Averna. Bonjour à tous, bienvenue à cette discussion. Bonjour Nicole. Et pour animer la discussion, j'accueille mon collègue Marc Lapointe, DGA de l'AQT. Alors, bonjour Marc. Bonjour Nicole, bonjour à tous. Avant de se lancer dans la conversation, je vous présente nos invités plus en détail. D'abord, Marion Duchesne, vous avez fondé Mediaclip en 2005, une entreprise qui développe des solutions logicielles qui permettent à vos clients d'offrir une expérience utilisateur personnalisée en ce qui a trait au commerce en ligne. Aujourd'hui, Mediaclip compte 29 employés et dessert une clientèle très diversifiée à travers le monde, notamment en Amérique du Nord, mais aussi en Afrique, en Allemagne et en Amérique du Sud. Bien hâte d'en apprendre plus. Martin Thériault, vous détenez une vaste expérience en ingénierie, en vente et en marketing, et vous êtes le fondateur d'Edify NDT. En plus d'en diriger sa vision stratégique, Edify est un groupe de technologies industrielles privées qui se concentre sur l'utilisation de technologies de diagnostic avancées pour améliorer la surveillance de la santé des infrastructures de notre monde. Avec environ 1300 employés, vous desservez des clients en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, en Chine, aux Émirats arabes unis, en France et en Angleterre. François Rainville, vous êtes président et chef de la direction chez Averna, une entreprise fondée en 1999, une entreprise devenue leader mondial en matière d'intégration de systèmes de test et de contrôle de la qualité de produits divers. Vous êtes entré chez Averna en 2012 comme vice-président aux ventes et marketing. Vous en êtes aujourd'hui le PDG et dans les 9 dernières années, l'entreprise est passée d'un chiffre d'affaires de 25 millions US à 68 millions US aujourd'hui. Avec 385 employés, vous avez des clients dans les deux Amériques, au Japon, aux Pays-Bas et en Belgique. Je pense qu'on a un très beau menu aujourd'hui avec cette conversation. Marc, je t'invite à démarrer la discussion. Merci Nicole. Alors, entrons vite dans le vif du sujet. On va parler de vos expériences d'exportation. Marion, tu as vu grandir Mediaclip au fil des années. Quand et comment vous avez décidé d'étendre vos services à l'extérieur du pays et comment ça s'est passé pour vous? Ben, en fait, c'était pas tant une décision. Quand j'ai commencé Mediaclip, tout ce que je voulais, c'était des clients. Donc, j'ai signé un premier client au Canada. Mais rapidement, on a lancé une solution qui était très innovatrice. On s'est fait approcher par plusieurs compagnies aux États-Unis, en Europe, des gens partant avec un seul client live. Ils nous ont contactés. On a commencé à vendre notre solution dans d'autres pays de façon excessivement naturelle. Au début, c'était très désorganisé parce qu'on répondait beaucoup au incoming. Rapidement, on s'est rendu compte qu'on a dû se trouver des partenaires à l'extérieur pour supporter la vente de nos applications. Donc, on est allé chercher un distributeur en Europe, on s'est trouvé des agents un peu partout. Aujourd'hui, on a 96% de notre chiffre d'affaires qui est à l'extérieur du Canada. On est dans 34 pays. Notre logiciel est en 17 langues. Donc, on s'est un peu plus structuré. Par contre, on a eu plein d'embûches parce que c'est facile de vendre à l'étranger, mais à un moment donné, il y a des enjeux, il y a des choses qu'on doit mettre en place. On a eu des problèmes avec des taxes d'exportation dans certains pays comme le Brésil, le Japon. C'est pas si facile. En fait, ça demande beaucoup de planification, ce qu'on n'avait pas fait initialement quand on a parti la compagnie. Donc, on s'est retrouvé aussi à apprendre au niveau culturel, par exemple, se structurer davantage parce que un logiciel, l'expérience utilisateur d'un pays à l'autre, c'est différent. La culture au niveau du cycle de vente est différente. Il y a certaines cultures, c'est beaucoup plus dans le partenariat, d'autres plutôt transactionnel.
transactionnel. Donc, on a appris beaucoup au travers des années à faire la promotion de nos logiciels, mais aussi à avoir des relations là, avec des partenaires à l'étranger. Puis la même chose, quand on exporte, ben souvent, on doit tenir compte des cadres légaux, des IP. On s'est fait accrocher souvent là, pour la propriété intellectuelle dans certains pays. Donc, ça n'a pas été si facile. C'est devenu très naturellement, mais il y a eu beaucoup d'ajustements au fil des années, puis beaucoup d'apprentissage qu'on a dû faire à l'interne pour être capable d'avoir une croissance puis de bien représenter l'entreprise dans diverses régions du monde. Là. Mais on est chanceux. Merci. Et pour toi, Martin, chez DeFi NDT, c'est une entreprise qui connaît encore une croissance très rapide. Comment on se prépare à l'expansion, puis comment on envisage son plan d'exportation et d'implantation hors Canada? On nous a souvent posé la question, comment vous avez fait pour aller à l'étranger, etc. On était focusé sur un secteur, puis on avait une innovation très spécifique dans les tout débuts de la business. On a eu quelques succès dans l'industrie nucléaire en particulier, puis ça, rapidement, il n'y a rien de plus facile que de pénétrer dans une verticale, puis après utiliser les contacts, l'expérience qu'on a fait, la valeur ajoutée qu'on a créée pour après ça aller la vendre à l'étranger. Dès le début, on s'est mis à faire du 80-90% à l'étranger. On vend des biens physiques, puis du logiciel, etc. On a quand même des biens physiques, puis il faut aller voir les clients, il faut être local. Puis on a commencé à ouvrir des bureaux, mettre des gens en clé. Ça nous a donné un deuxième souffle à notre plan d'exportation, d'avoir des gens. Puis ça, on a ciblé l'industrie nucléaire, donc on s'est positionné en France, par exemple, à Lyon, près des grands joueurs EDF, Areva, etc. On était près dans l'oil and gas, on s'est positionné dans la MEC du oil and gas, qui est Houston, au Texas. Deux choses qui nous ont permis rapidement de continuer à s'étendre à l'étranger. Récemment, depuis les 5 dernières années, on a dopé tout ça avec des acquisitions. On a acheté des technos, finalement, qui étaient complémentaires, mais avant tout, on a acheté des relations spécifiques avec des clients. On a acheté aussi des gens qui connaissent un territoire particulier. Et là, ça nous a donné vraiment un coup de pouce exceptionnel à devenir exportateur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans 110 pays. On a 28 bureaux à travers le monde. Donc, je dirais focus au début vertical, après acquisition. Pour la suite, c'est peut-être de consolider tout ce qu'on a comme position. Il y a des verticales encore un petit peu difficiles. Le Brésil, pour nous, c'est probablement pour tout le monde. C'est un marché substantiel, mais un marché vraiment pas facile. C'est extrêmement difficile par rapport au Brésil, en n'étant pas au Brésil. Donc, on vient d'ouvrir un bureau au Brésil. La Chine, on a déjà une équipe, mais la Chine, ça amène plusieurs challenges. Puis, on fait encore un peu d'affaires en Russie. C'est jamais simple. Des pays comme la Russie, ça prend une stratégie particulière. Donc, je pense qu'on va raffiner nos stratégies, notre plan d'exécution. Et maintenant, avec l'étape post-COVID, il y a des choses qu'on fait super bien. Toute la connexion avec les clients, le marketing interactif, certains équipements technologiques qu'on vend. Avant, on se déplaçait pour faire des démos. C'est super compliqué. Maintenant, on a des démo rooms un peu partout à travers le monde où on fait des démos sur une caméra. Puis les clients, il y a 2 ans, n'avaient jamais voulu même participer, il y avait des problèmes de connexion. Maintenant, ils participent, puis ils achètent sans avoir vu. Un peu comme on fait tous maintenant, on achète des voitures, on ne essaye même plus, on va en ligne, on les configure. On fait ça. Alors, on est à consolider un petit peu de toutes nos stratégies, mais clairement, l'étranger, pour nous, c'est critique. Il n'y a pas, dans le domaine où on est, c'est un petit marché, le Québec, le Canada même. Alors, il faut être international. Merci, Martin. Vous avez fait des affaires dans des pays où c'est pas simple. On l'entend bien, tes commentaires, mais c'est rafraîchissant de voir que nos entreprises québécoises le font avec brio. François, chez Averna, qui a définitivement connu au cours des dernières décennies une croissance rapide, certainement dû en partie à l'exportation des services offerts. Qu'est-ce qui, selon toi, vous permet de bien faire les choses, de s'exporter de manière constante, croissante, sans perdre de vue le noyau de l'entreprise, sa mission première? Y a-t-il des règles à suivre pour bien exporter? Il n'y a pas de règles, mais je vais parler de notre expérience. Moi, quand je suis arrivé chez Averna, on faisait du service et il y avait des produits. La partie service était surtout au Canada, au Québec, un peu aux États-Unis. Averna avait déjà, avant que j'arrive, fait 2 petites acquisitions, une au Mexique et puis une en Géorgie, aux États-Unis. Donc, on a bien défini quels étaient nos marchés, puis un peu comme... et puis maintenant, on fait, comme Marion et Martin, on fait plus de 95% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Mais ce qui a beaucoup accéléré ça, c'est quand il faut aller vers nos clients. Je pense que c'est Martin qui mentionnait. Il faut aller là où nos clients sont. Donc, une fois qu'on a bien fait l'exercice d'identifier quels étaient nos marchés, c'est-à-dire le monde automobile,
le monde du médical, le monde médical des fabricants de produits médicaux, le monde des fabricants de produits de consommation. Évidemment, le secteur manufacturier est de moins en moins le tissu économique principal au Canada. Nous, on a identifié où étaient les centres de design et les centres de manufacturier. Et puis, nous, ce qu'on a fait, c'est deux choses. Au niveau de l'IP qui existait, que ce soit en Asie ou en Europe à l'époque où on n'était pas, on avait des partenaires qui étaient des intégrateurs qui utilisaient notre technologie dans les segments de marché dont je vous parle là. Donc, on travaillait avec des partenaires intégrateurs locaux parce que, autant pour la vente que pour le déploiement, c'est important d'avoir des ressources locales qui étaient, excusez l'anglicisme, mais customer facing. Et puis rapidement, moi, après un an et demi, après-demain, je vais utiliser le terme de Martin, on a dopé et c'est là que notre croissance a pris vraiment son envol. C'est qu'on a fait des acquisitions justement de compagnies qui étaient sur les territoires souhaités, là où les groupes de clients souhaités étaient, donc autant au niveau design de produits qu'au niveau fabrication. Donc, on a fait une acquisition en Californie, évidemment pour tout ce qui est produits de consommation. On a fait une acquisition d'une boîte là-bas qui avait une bonne force de vente et un peu de capacité de livraison. Donc, c'était une petite compagnie. Et puis à Montréal, on avait la principale force de frappe au niveau ingénierie. Autant cette petite compagnie-là, en Californie, avait de la difficulté à pénétrer les grands comptes, les grands projets. Quand elle a été jumelée à Verna, instantanément, en un an, on a triplé les ventes. Là-bas, on est passé de 5 à 17-18 millions dès la première année. Donc, c'était la bonne réponse à la présence en Californie. On a fait la même chose sur la côte est américaine, où là, il y a des joueurs dans le secteur médical. Il y a plusieurs joueurs du côté aussi transport et automobile. Et puis, on a fait une acquisition en Europe qui couvrait le centre de l'Europe, autant du côté l'Europe de l'Ouest, donc avec une présence physique en Belgique et aux Pays-Bas, mais avec des équipes de vente, encore une fois, et d'ingénierie. Et la même chose en Pologne du côté fabrication. Donc, beaucoup de compagnies s'installent en Pologne de la même façon que s'installent au Mexique. Donc, on a fait une croissance importante de ce point de vue-là en se rapprochant de nos clients, autant au niveau de leur centre de design de produits que là où ils fabriquaient, parce que c'est souvent à deux endroits différents, ce qui nous permettait de faire, de prendre des clients, que ce soit comme Google, comme Ford, comme BMW, des joueurs comme ça, et de les aider, pas simplement à un endroit, mais couvrir l'ensemble de sites où ils sont. Et c'est comme ça qu'on a rapidement profité de la croissance, puis aussi en s'assurant que les endroits où sont nos clients, on va avoir une forte force de vente, mais beaucoup du travail d'intégration va être fait de Montréal. Merci François. Nicole, tu avais une question? D'abord, chapeau, c'est bien d'entendre des entreprises québécoises qui font des acquisitions à l'étranger. Là, c'est de la musique à nos oreilles. Dans votre cas, chez Averna et chez ADFI, ça nécessite une proximité auprès de vos clients, donc on comprend l'utilité des acquisitions. Marion, de votre côté, chez Mediaclip, ce besoin de proximité-là, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que c'est dans les projets futurs ou si vous pouvez continuer à le faire à distance comme vous le faites maintenant? Nous, on est dans un marché excessivement niché. Les joueurs sont très reconnaissables, donc on peut œuvrer comme on fait là en ce moment. Donc, on engage des agents. Les acquisitions de Mediaclip, on est en train d'en regarder, mais c'est beaucoup plus au niveau technologique. C'est un marché qui est quand même assez concentré, donc c'est facile d'aller rejoindre les clients potentiels, mais on a besoin des nouvelles technologies. Et on manque de main-d'œuvre ici, donc pour nous, les acquisitions, c'est beaucoup plus d'améliorer notre produit avec des technologies un peu plus innovantes. Merci. Question plus générale pour vous trois, Marion, Martin et François. Est-ce que vous savez que les entreprises québécoises du domaine des technos, connexes aux nôtres là, ou aux vôtres, exportent? Est-ce que vous savez si elles sont de grandes exportatrices? Et selon vous, qu'est-ce qui fonctionne bien ou qu'est-ce qui fonctionne moins bien quand on décide d'aller à l'exportation? Je commencerai avec Martin. Je pense qu'ici, on a beaucoup d'avantages pour exporter. Premièrement, on est à 1 heure d'avion de New York, finalement des États-Unis, qui est juste à côté, qui dans bien des cas, c'est au moins un tiers du potentiel planétaire. C'est un domaine facile pour nous d'évoluer. On a une approche d'affaires qui est peut-être unique. On est spécial, on peut faire des choses. Donc, il y a plein d'atouts qu'on a pour réussir à l'international. Ces mêmes atouts peuvent être un actif ou même un problème qu'on
exporte. Il faut toujours penser qu'à l'étranger, on doit agir comme une compagnie étrangère, connaître localement, avoir des gens locaux, etc. Ça nous a super bien servi. Je pense qu'il y a d'autres entreprises québécoises qui le font. Forcément, si vous voulez être planétaire, François disait, si tu es au Japon puis tu as un potentiel important, ben, implante-toi au Japon, implante-toi en Californie. On a tous nos marchés, je pense qu'il faut se rapprocher de nos clients, puis avec des gens qui sont capables d'être du milieu, entendre, avoir la connexion culturelle. Ça, je pense qu'il y a plusieurs entreprises québécoises qui le font. Là où c'est long peut-être devenir exportateur, si on commence de zéro à faire tout depuis Québec ou Montréal, c'est peut-être un peu long, puis même trop long pour ce genre d'économie-là. Puis ça pourrait être quelque chose si on a une belle techno qui est un frein. Donc moi, la recommandation que je dirais, c'est n'hésitez pas à faire le saut, à vous implanter, trouver des collaborateurs locaux qui viennent des industries. Puis ultimement, si vous avez le goût et le levier, puis de faire des acquisitions, c'est le fun aussi, faire des acquisitions, c'est quand même beaucoup de travail. Après avoir fait le party, avoir fait l'acquisition, faut gérer le business. Le lendemain matin, des fois, c'est un petit peu... Puis il faut se promener, mais je pense qu'on a tous les atouts ici. Fait particulier, il y a 5, 10, disons 10, 15 ans, je suis pas sûr qu'on avait le même écosystème pour exporter. Tu sais, aujourd'hui, Investissement Québec, la Caisse de dépôt, les bailleurs de fonds québécois, les fonds de private equity comme Novacap, etc., ils ont rehaussé leur jeu. On n'a pas de complexe maintenant face aux Américains de Boston, New York, Chicago, même Toronto, évidemment. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut, un écosystème fort pour nous supporter, aller chercher du financement, des investisseurs qui voient grand, qui sont capables de pas penser tout de suite à faire leur retour maintenant, mais investir pour le bien collectif. Moi, je trouve ça fantastique. On a tout ce qu'il faut ici. Il faut juste être sûr qu'on se convainc sur les bonnes choses. C'est pas pour tout le monde. Il y en a, hein, c'est pas pour eux autres. Il y en a que leur business sont un peu plus lifestyle. Croître une business, pas être à l'attaque, hein, parce qu'on est au neutre ou à la défense. Souvent, il se passe des choses qu'on n'aime pas. Moi, je suis convaincu qu'on a tout ce qu'il faut. Il y a plusieurs beaux succès. Collectivement, on doit s'en réjouir pour continuer à supporter chacune des entreprises là, dans notre réseau, notre environnement. Ouais, mais je vais faire du pouce, Martin, sur ce que tu viens de dire, ce que je trouve intéressant, puis j'écoutais François aussi. Tu sais, moi, j'ai une plus petite entreprise, puis je fréquente beaucoup de PDG d'entreprises un peu plus petites. Puis quand je vous écoute, c'est vraiment le commitment. Quand on décide de faire l'exportation, c'est de se commettre, c'est-à-dire c'est d'investir, de ne pas avoir peur. Puis souvent, malheureusement, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui ont essayé, mais qui se sont trempées le bout de l'orteil, puis ça n'a pas fonctionné. Ils se sont dit, ça marche, exporter, ça ne fonctionnera pas pour moi. Puis quand je vous écoute, quand je regarde l'expérience que j'ai, pour essayer, il faut investir. Il faut prendre le risque d'y aller, puis il faut mettre toutes les choses en place pour que ça fonctionne. Tu sais, on a des super belles technologies ici. Nous, on vient d'un endroit où est-ce que à la base, le Québec est très multiculturel. On part avec plusieurs langues. Culturellement, on a des choses qui nous donnent des avantages. Rapidement, la majorité des entreprises que je connais, ils ont plusieurs langues dans leur offre de services ou dans leurs produits, ce que les Américains n'ont pas, ce que certains Européens n'ont pas. Donc, on a des beaux atouts, les entreprises québécoises pour exporter. Puis, on a une belle réputation aussi à l'international. Absolument d'accord avec ce que Marion et Martin viennent de mentionner. Moi, je pense qu'il faut faire attention puis pas y aller avec un tire-poids, tout dépendant des marchés, de cibler son marché correctement. Je vous dirais qu'avant qu'on ait du succès en Californie, avant que j'arrive chez Averna avait déployé des moyens importants en Californie, dépensé beaucoup d'argent en exportant et une personne de Montréal et en prenant des grands locaux et en s'installer là-bas. Quand je suis revenu, tout avait été fermé, terminé, on avait rapatrié. C'était pas par faute d'avoir déployé des moyens. Force est d'admettre, hindsight is 2020, force est d'admettre que c'était pas la façon de faire. Ça fonctionnait chez nous, comme je vous expliquais, quand on a été chercher une boîte qui était complémentaire, qui avait une force de vente, qui était connectée aux clients déjà, mais qui avait un plafond de verre. Donc, dans notre cas, ça a été la stratégie et celle-là a fonctionné. Dans notre cas aussi, on a utilisé un des grands partenaires mondiaux s'appelle National Instruments. Ils ont des composantes qu'on intègre dans nos solutions et eux sont mondiaux et on est d'un de leurs importants intégrateurs et eux nous ont aidés aussi à nous positionner dans des comptes à l'international où il n'y avait pas d'offres, où il n'y avait pas de partenaire local et à identifier des cibles locales parce qu'ils nous connaissaient, puis ils nous ont identifié des cibles d'acquisition. On a travaillé avec eux à certains endroits. Ils ne sont pas actionnaires d'aucune d'Averna, mais ils nous ont pointé vers des joueurs
qui étaient plus petits et parce que pour eux, ça consolidait leur position dans le marché local en ayant un plus grand partenaire qui pouvait faire l'intégration. Donc, il y a différentes façons de le faire. Je suis d'accord qu'il ne faut pas y aller juste en mettant le petit doigt ou le petit orteil à l'eau, mais en même temps, il ne faut pas être non plus dupe sur le fait que le marché américain, c'est un marché qui est très gros, mais dans plusieurs de nos cas, dans plusieurs de nos industries, c'est un red ocean, donc il y a des requins qui sont gros, et puis il faut apprendre à nager avec eux. Puis il faut avoir en tout cas, chez nous, on s'est allié évidemment avec des gens qui connaissaient le terrain, qui étaient déjà très bien implantés dans les réseaux de clientèle, dans les segments de marché où on était. Faut pas avoir peur, faut y aller, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr qu'on est tous dans des business techno, là, qui a une composante matérielle ou que ce soit 100% logiciel. Fondamentalement, on a des business à profit marginal. C'est des business où le volume excédentaire est extrêmement profitable. On a développé une solution super pointue. Ça coûte tellement cher de développer des offres technologiques différenciées qui ajoutent de la valeur. Donc, c'est naturel d'aller chercher d'autres clients. Merci à vous trois de votre expérience, d'avoir partagé candidement vos trucs. Pour nous, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Nicole, je te laisse le mot de la fin. Alors, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié comme nous la qualité, la générosité des échanges que nous avons eus. J'en profite pour remercier Marc, bien sûr, et nos collaborateurs à cette série des podcasts, nos participants, bien sûr, et Investissement Québec pour son soutien à notre industrie techno. Pour ceux qui nous écoutent actuellement, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Allez-y de vos commentaires. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner à nos communications de l'activité pour connaître la programmation de nos activités. Je vous invite à être des nôtres prochainement parce qu'ici, on parle techno. Merci à tous.